Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer aux prévisions de l'année 2025. Alors vous le savez, 2024 a été une année très très tourmentée, mais en fait l'année 2025, elle est un peu dans cette lignée également, puisque depuis la Covid, nous avons vécu un aspect astrologique qui est une triple conjonction Saturne, Pluton, Jupiter. C'est une conjonction qui est extrêmement rare, qui a lieu en Capricorne, et c'est elle qui a déclenché la Covid. Depuis, on est dans une espèce de rattrapage et de purification et de paiement de ce qui a été posé pendant cette crise, pendant cette instabilité, qui a créé des luttes médicales, bien sûr, hein. Il y a des gens qui sont partis, mais ça a aussi créé des conflits économiques, puisque certaines personnes ont profité de cette période pour faire énormément d'argent. On sait très bien que l'argent, c'est également lié au contexte politique, hein, donc tout ce qui est économico-politique, c'est complètement lié depuis cette phase, et on voit qu'il y a des interactions entre les laboratoires et les puissances politiques, notamment en Europe, qui sont extrêmement douteuses. Et donc l'année 2025 va continuer cette mécanique, mais il y a des planètes très importantes qui, depuis la Covid, cette année, vont commencer à changer de signe. Bien sûr, Pluton vient de quitter le Capricorne dans lequel cette crise a commencé, et il commence son voyage en Verseau. Neptune également, qui était en Poisson, va quitter le Poisson le 31 mars pour rentrer, pour faire une première incursion dans le Bélier. Saturne, qui était en Capricorne, également change de signe, passe du Poisson vers le Bélier le 26 mai. Il y a également Jupiter qui va passer dans le signe du Cancer le 10 juin. Et Uranus également, qui est en Taureau, va passer pour la première fois, va faire une première incursion le 8 juillet en Gémeaux. Il va retourner en Taureau et puis il va rentrer définitivement en Gémeaux à la fin de l'année 2025. Et donc, ces changements de ces très grandes planètes que sont Pluton, Neptune, Saturne, Jupiter, Uranus, ce sont des planètes sociales collectives, mais aussi transpersonnelles comme Pluton, Neptune et Uranus. Donc ça touchera vraiment à la collectivité. D'autant plus que les nœuds lunaires qui sont en bélier balance depuis un petit moment vont passer dans le signe de la Vierge et du Poisson. Et je vais revenir dessus dans une autre vidéo, mais le nœud sud en Vierge, il demande à développer de la logique, du perfectionnement, un esprit critique pour remédier aux problèmes, pour améliorer les contextes. Et le nœud nord, en rentrant dans le Poisson, va demander à aller vers la collectivité, vers plus de compassion, pour sortir de ces blocages, pour développer aussi une forme de vie intérieure, pour développer une forme d'humanité ou d'humanisme, en tout cas de compréhension des autres, qui est beaucoup plus développée. Donc tous ces axes-là vont demander un travail collectif qui va être énorme, honnêtement, hein. Donc, je reprends dès le début, avec Pluton qui passe dans le Verseau, l'âge de tous les complexes et de toutes les, comment je veux dire, toutes les machinations politico-économiques qu'il peut y avoir, également pharmaceutiques, militaires et tout ça, tout ça, ça est en train de toucher à sa fin, puisqu'il y a une espèce de corruption totale, de fraude massive qui a régné depuis longtemps, qui s'est notamment développée depuis 2008, beaucoup, avec une oppression des pouvoirs, avec un besoin de contrôler les populations qui s'est accrue, et tout le monde l'a senti. Et ben là, en passant dans le Verseau, Pluton, lui, il dit, ben non, moi je veux être libre, je passe à autre chose. Il faut que le système tel qu'il existe, on voit très bien qu'il ne fonctionne pas, et puis il est tellement corrompu qu'il ne fonctionne que vers un sens, qui est un sens ascensionnel, et que finalement les répartitions des connaissances, des richesses, des libertés, encore une fois, ne vont que dans un sens. Et avec Pluton en Verseau, cette planète collective va vouloir ramener à chaque individu, de façon beaucoup plus linéaire, une forme de répartition des pouvoirs, une forme de liberté, une forme d'individualité retrouvée. Et donc, c'est un long travail qui est devant nous et devant la collectivité pour 20 ans, puisque je rappelle que Pluton est en Verseau jusqu'en 2044. Donc, on a le temps de voir venir, si je puis dire, hein.
Mais voilà, on voit que tout ce travail est en train de commencer et on voit très très bien que depuis la fin de l'année, par exemple, avec la chute de Al-Assad, et il y en aura d'autres, hein, on voit très bien que le système tel qu'il existe aujourd'hui va être de plus en plus discuté, de plus en plus remis en question par les populations, par les masses populaires, par une politique qui devient peut-être plus militante, par une politique qui veut inverser des tendances, qui veut provoquer des évolutions et des révolutions. Donc voilà, il va falloir être digne quelque part de toute cette puissance plutonienne qui aspire à des grands changements et on commencera à les voir petit à petit, en tout cas à partir de cette année 2025. Donc peut-être que individuellement, on aura déjà peut-être un premier ressenti de liberté, de souffle retrouvé, on retrouve de l'air parce que Pluton passe en Verseau et c'est un signe d'air et c'est un signe d'air qui peut permettre de respirer un peu autrement. Donc peut-être que même dans votre vie, il peut y avoir des choses qui vont se décanter, se débloquer, qui vont vous amener à avoir plus d'oxygène dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie affective, dans l'aspect financier également. Peut-être que vous aurez plus d'oxygène et que Pluton est en train de générer ce début d'énergie. Voilà. Il y a, comment je vais dire, on peut découper cette année 2025 en deux grandes parties. C'est le premier semestre qui est plutôt difficile parce qu'il va falloir continuer à déblayer des chantiers qui ont été commencés depuis la Covid. Et après, une deuxième tendance dans le deuxième semestre où on rentre dans un axe qui est beaucoup plus, encore une fois, compassionnel, compréhensif, tourné vers le collectif et le bien-être collectif. Et donc, même politiquement, on va avoir un changement de conception entre le pouvoir vraiment qui veut contrôler et le pouvoir qui a besoin de diviser les choses comment dire, de diviser son propre pouvoir, c'est-à-dire de le répartir différemment et de l'équilibrer autrement vers une conception peut-être beaucoup plus pacifique et beaucoup plus compréhensive des besoins collectifs des populations. Alors la première phase, effectivement, elle est un petit peu difficile parce que à partir du mois de janvier, Jupiter qui est en Gémeaux va faire des aspects difficiles et défavorables à Saturne. Et donc, ça va complexifier les tendances de développement jupitérien parce que Jupiter, il veut l'expansion et Saturne, il demande de la rigidité. Et en fait, l'aspect que va former Jupiter avec Saturne crée un conflit, ça crée une bataille entre les nouvelles conceptions et les anciennes façons de faire. Et donc, les systèmes étatiques et économiques qui sont dépassés, ça va créer de la tension et ces tensions vont s'accroître par la puissance de Jupiter. Donc, toutes les structures politiques et économiques qui sont obsolètes vont devoir en quelque sorte abandonner le combat, mais Saturne ne veut pas lâcher. Donc, il va y avoir des conflits politico-économique parce que assister ou mettre en place des changements va forcément créer des résistances chez des anciens hommes politiques, chez des anciens financiers ou chez des gens qui possèdent beaucoup de choses, par exemple, ou qui possèdent du pouvoir parce qu'ils ne voudront pas lâcher pour aller vers une nouvelle forme d'expansion collective cette fois-ci et non pas individuelle juste pour eux-mêmes. Donc cette tension, elle va s'accroître pendant les 6 premiers mois et on le verra dans chaque pays, hein, que ce soit en France avec les tensions gouvernementales, mais également en Allemagne, il y aura des législatives, mais également en Syrie, mais également en Israël, aux États-Unis, il y a un changement de président qui va se faire. Donc on voit très bien que les normes et les codes vont changer par la force des choses, hein, puisqu'il y a eu des élections ou des bouleversements ou des renversements politiques. Mais voilà, tout ça est en cours et le premier semestre va être assez actif en ce sens-là. En tout cas, on va le constater. Ça va bouger de partout. On aura une multiplication d'informations de partout. On apprendra que là, ça a bougé. Là, il y a quelqu'un qui est tombé. Là, il y a un nouveau chef qui arrive. On peut même avoir des choses totalement surprenantes avec peut-être même des chefs d'État qui décèdent de façon inexpliquée. Voilà, parce que il y a un changement qui est en train de se faire. Et si on n'accepte pas le changement, que certaines personnes n'acceptent pas le changement, la vie mettra en place des changements tout simplement. Voilà. Neptune, autre planète très importante, va rentrer dans le Bélier le 31 mars. Et en fait, en rentrant dans le Bélier, il ne va pas y rester totalement, il va rentrer dans le Bélier, il va faire une incursion en Bélier entre avril et octobre 2025 et il rentrera vraiment en Bélier en 2026. Mais la dernière fois que Neptune transitait comme ça le signe du Bélier, ça a précédé des très grands conflits, ça a précédé aussi des très grandes phases de répartition du pouvoir ou des très grandes phases de répartition des hiérarchies de pouvoir.
Un petit retour en arrière, dans la phase 1862-1875, Neptune en bélier a bouleversé l'art, ça a créé l'impressionnisme, la phase romantique et tout ça, on était là-dedans, mais politiquement, c'était aussi une phase de très très grand bouleversement parce que il y a eu la guerre civile américaine, il y a eu la guerre franco-prussienne, 1870, il y a eu une répartition des pouvoirs énorme, hein, honnêtement, euh, et on était dans cette phase-là. Si on remonte un petit peu plus loin, le dernier passage de Neptune en bélier encore auparavant, dans les années 1698 et puis le début des années 1700, et ben pareil, on a assisté à ce qu'on appelait la Grande Guerre du Nord. C'était un affrontement entre la Suède, le roi de Suède et la noblesse polonaise. Entre les Cosaques ukrainiens et l'Empire ottoman et tout ça. Et vous voyez que curieusement, euh, l'histoire se répète, il y a une guerre en Ukraine, la Pologne a très peur d'être attaquée par la Russie, la Suède, la Norvège, la Finlande protègent leurs frontières de la Russie actuellement. Et donc voilà, vous voyez, on a un contexte qui est similaire et Neptune va passer en bélier. Donc voilà, il est fort à parier que peut-être qu'on n'ira pas vers un conflit comme ça généralisé, on va l'espérer en tout cas. Mais en tout cas, les contextes sont les mêmes, les protagonistes sont les mêmes, même si ce ne sont pas les mêmes personnes, mais les pays sont les mêmes, ça veut dire que les énergies sont les mêmes. Voilà. Donc il est fort à parier que c'est dans ces pays-là que vont se jouer les choses. Et donc ça veut dire entre l'OTAN et les pays des Balkans et les pays de l'ancien empire ottoman que sont la Turquie, mais l'empire ottoman c'était aussi la Syrie, et puis en descendant un peu plus bas vers le Liban, tout ça. Voilà, donc toute cette zone géographique, elle va être concernée entre Anglo, le bloc du Nord et le bloc des Balkans, et un peu plus loin le bloc ottoman. Donc tout ça va générer des forces, et on voit qu'elles sont en train d'augmenter. Donc c'est là-dedans que les négociations vont être les plus importantes en tout cas. C'est là-dedans qu'il y aura la clé, en tout cas, d'une résolution qui pourrait être pacifique, on l'espère. Voilà. Neptune qui passe dans le bélier, c'est aussi intéressant parce que ça peut nous permettre d'initier une nouvelle forme de compassion, hein, d'initier une nouvelle forme d'humanitarisme, de sensibilité, de créativité. Ça peut aussi redéfinir la question de la religion, hein, la place de l'Église ou la place de la religion dans la société, parce que le bélier, il est beaucoup plus impulsif, il est gouverné par Mars, et donc il va vouloir faire avancer ces systèmes de croyances, ces systèmes qui sont globalement répartis dans la société. Donc voilà, et encore, je le rappelle, hein, Neptune rentre en bélier, ben, il va retourner en poisson, et en fait, en retournant en poisson, c'est souvent, comment je vais dire, en retournant en poisson une dernière fois, ça provoque des exils, et ça veut dire qu'il y a des peuples qui peuvent se déplacer pour des questions peut-être politiques, mais ça veut aussi dire peut-être éventuellement pour des questions climatiques, hein, peut-être qu'il va y avoir des catastrophes liées à l'eau, Neptune, euh, ça peut être des raz-de-marée, ça peut être des très grandes inondations qui peuvent vraiment déplacer des populations de façon définitive, hein. On peut avoir des petites fins du monde dans certains endroits du monde, et je pense notamment à certains îlots euh, très bas dans l'océan Indien que sont les Maldives, mais aussi des îlots très bas que sont peut-être dans la Polynésie et tout ça. Peut-être que certains îlots deviendront totalement inhabitables au courant de l'année 2025 et 2026. Voilà. Neptune en rentrant en bélier et puis en retournant en poisson, quelque part, il va aussi obliger collectivement à une redéfinition de ce qu'est la masculinité et de ce qu'est la féminité. De nouveau, Neptune en rentrant en bélier, signe de l'archétype masculin par Mars, le guerrier, et ben, l'expression de la masculinité va devoir trouver de nouveaux codes. La masculinité ne peut plus être dans cette forme de patriarcat dépassé, dans cette forme, comment je vais dire, d'imposition de son pouvoir masculin sur la jante mondiale, mais aussi sur la jante féminine. Et donc, on voit que la répartition des forces masculines et féminines yin-yang va complètement se redéfinir différemment. Et quand je dis yin-yang, je parle pas seulement de la notion homme-femme, mais je parle aussi de la notion du pouvoir, parce que le pouvoir est par définition quelque chose de masculin. Et peut-être qu'on verra apparaître beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de douceur. Et je le répète, Neptune en bélier peut amener plus de compassion dans quelque chose de belliqueux.
Et donc, ça peut amener une tendance, et on a vu notamment avec le procès Pénicaud, que comment je vais dire, la culpabilité change de camp. Et donc, les victimes ont droit à la parole, mais c'est juste un exemple, mais c'est un exemple symbolique. Et en fait, on va assister de plus en plus à des choses comme ça, dans les répartitions du pouvoir politique, dans des répartitions du pouvoir économique, mais aussi dans des représentations collectives de ce qu'est le pouvoir. Et donc, des femmes peuvent prendre comment je vais dire, l'ascendant de plus en plus à partir de cette tendance en bélier qui va donc s'étaler pour une quinzaine d'années en bélier. Donc, c'est intéressant, parce que finalement, quand on parle pareil, de nouveau, des gens les plus riches de la planète, on cite très peu de femmes. Des exemples comme Elon Musk, comme le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, ou de Jeff Bezos, mais on n'a pas de modèle féminin. Ça va peut-être changer dans les 14-15 prochaines années qui vont venir, grâce au passage de Neptune en bélier. Et les derniers passages de Neptune en bélier, historiquement aussi, ont été souvent un accompagnement pour la mise en lumière de certaines femmes, alors pas toutes, et malheureusement elles ne sont pas connues ou reconnues aujourd'hui, mais il y a des figures féminines d'importance qui ont joué des rôles historiques. Voilà. Je ne vais pas m'étaler sur ce transit, je le creuserai un petit peu plus tard, mais voilà, on a vraiment une tendance qui est intéressante, hein. Au mois de juin, on va avoir une pseudo-conjonction Saturne-Neptune. C'est une conjonction qui a eu lieu à la chute du communisme déjà, hein, du bloc communiste en 88-89. Donc de nouveau, hein, c'est souvent des fins de cycle. Hein, c'est aussi la période 88-89 où Nelson Mandela a été libéré de prison après 28 ans d'incarcération. Donc cette conjonction Saturne-Neptune, elle va être très importante parce que ces planètes-là redéfinissent des modèles, hein, redéfinissent des systèmes de croyances, redéfinissent des choses auxquelles les gens adhéraient et tout à coup n'adhèrent plus. Ça met fin à des choses, ça met fin comme dit, à une politique communiste à une époque, la chute du mur de Berlin. Mais dans notre cas aujourd'hui, en 2025, ça va certainement être la fin d'une espèce d'hégémonie américaine, la fin d'une espèce d'hégémonie des banquiers qui avaient pris le pouvoir, d'une espèce de capitalisme totalement fou qui va dans une course hallucinante aux bénéfices sans fin. Et en fait, cette espèce de totalitarisme économique, et ben finalement, on voit qu'il arrive au bout, hein, puisqu'il ne produit pas les bons effets. Hein. On voit que tous les archétypes corrompus des arcanes du pouvoir, finalement ne servent pas la collectivité. Et donc c'est ça qui peut être totalement freiné à partir de juin 2025. Hein. Et on va avoir d'autres aspects au cours de l'année. Jupiter trigone Saturne, Uranus trigone Pluton, septembre-décembre 2025. Là, on est en train de rentrer dans le deuxième semestre de l'année et on voit très bien que ce travail dans le deuxième trimestre des planètes apporte, comment je vais dire, plus de paix qu'auparavant. Le premier semestre est vraiment marqué par des conflits, par des oppositions, par des accroches très difficiles entre les arcanes de pouvoir, les arcanes politiques. Mais par contre, les seconds aspects, Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton, ceux-là, ils vont vraiment donner une espèce de tendance à la compréhension collective, de tendance au pacifisme. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit qu'on ne peut pas régler constamment les choses par le conflit. Hein. Même les hommes politiques eux-mêmes, qui veulent tirer toujours un petit peu la couverture à eux, bah finalement, ils vont se rendre compte qu'ils sont en train de s'embourber eux-mêmes, de se tirer une balle dans le pied eux-mêmes. Même comment je veux dire, même les considérations religieuses de certains chefs religieux, quels qu'ils soient, hein, peu importe les croyances, et même là, on voit que tous ces points chauds mondiaux qui ont été activés et très suractivés pendant la première phase de l'année, on va devoir les calmer, on va devoir les poser autrement pour aller vers une stabilisation, pour aller vers une réalisation plus pacifique où les hommes politiques vont devoir reconnaître la nécessité d'un changement, la nécessité d'apporter des changements qui sont productifs pour le bien collectif dans tous les domaines, et donc à améliorer des situations, et ça va être activé par les nœuds lunaires encore en plus, hein, mais on voit qu'il y a quand même une tendance par le nœud lunaire nord, oui, qui est en poisson à ce moment-là, on va devoir s'ouvrir à une autre forme de faire, j'ai envie de dire, et donc je ne vais pas dire de spiritualité, pour certains ça peut être de la spiritualité, mais pour les hommes politiques, clairement ça ne peut pas être ça, mais en tout cas, ça peut être une forme de pacifisme, une forme de
de devoir calmer des tensions, de devoir calmer des choses, parce qu'on voit très bien qu'en étant dans la lutte en permanence, on ne fait que créer de la lutte, et la lutte crée de la lutte. Et donc finalement, ça ne peut pas avancer, hein. Il va y avoir des points chauds mondiaux, effectivement, comme la Chine-Taïwan, comme tout ça, ça ne va pas se calmer d'un coup, comme l'Ukraine, voilà, ça ne va pas se calmer d'un coup, mais en tout cas, on voit que il y a quand même une tendance dans le deuxième semestre à la nécessité d'un changement, avec beaucoup plus de pacifisme, j'ai envie de dire, et des alignements planétaires qui vont pouvoir participer à tout ça, hein. Il y a quand même des aspects, je vais quand même le noter, hein, il y a des aspects entre 2021 et 2030 qui sont similaires à ce qui s'est passé dans les années 40 et 50, 1940-1950. Donc c'est une époque où le monde a profondément changé, hein. Et donc on est en train de vivre exactement la même chose ici. Et 2025, c'est le début de ce tournant. Voilà. Donc c'est plutôt de bon augure, j'ai envie de dire. Je vais rester positif parce que même si on va avoir forcément des conflits qui vont pas se régler comme ça, hein, comme si aussi économiquement la première phase de l'année peut être compliquée, mais on va assister à une espèce de reprise de l'économie mondiale après une crise dans la deuxième partie de l'année. La Chine continuera à être un des leaders économiques mondiaux, euh, mais voilà, le leader chinois, comment je veux dire, augmentera sa popularité et sa puissance, et la rivalité avec les États-Unis va commencer et va s'amplifier, même j'ai envie de dire, et entre l'Europe et la Chine, ça va aussi s'amplifier. Donc économiquement, il y a une vraie guerre commerciale et économique qui va se faire, mais elle va se tasser dans la deuxième partie de l'année. L'Inde également est un pays dans lequel ils vont pouvoir poser un autre type d'économie, ils vont optimiser l'économie différemment. C'est un pays qui va se développer économiquement de façon très importante d'ici 2030, et c'est un pays sur lequel il faudra vraiment compter, hein. J'ai donné aussi un petit mot sur l'agriculture, hein, parce que c'est la façon dont on se nourrit, hein. La production alimentaire va connaître une croissance significative à partir de la deuxième semestre de l'année aussi. Le premier semestre, il est vraiment compliqué, hein. Il va y avoir encore peut-être des revendications, des affrontements dans, dans le monde agricole, mais pas que en France, hein, ça sera européen, mondial et tout ça. On va certainement mettre en place des nouvelles limites, parce qu'avec la signature du Mercosur, on voit très bien qu'il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner. Donc on va certainement poser des garde-fous. Il va falloir que l'Europe pose des garde-fous. Si elle ne le fait pas, on va assister à comment dire, des manifestations monstres, hein, vraiment, hein. Donc, il va vraiment falloir que Ursula von der Leyen réfléchisse autrement, hein. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire? Oui, les États-Unis, pays en transition, hein, les élections américaines, elles ont changé la donne, hein, et c'est un point de passage important, mais difficile, hein. Donc en 2025, comment je veux dire, ils vont avoir une forme d'hégémonie comme ça, parce que Trump, quelque part, est un peu décrédibilisé par beaucoup de personnes, mais moi j'ai envie de dire, il pourrait nous surprendre, hein. Encore une fois, on a des planètes qui sont dans des configurations très, très bizarres, et paradoxalement, Trump pourrait être un faiseur de paix dans beaucoup de contextes, hein, et je pense notamment à la Russie et à l'Ukraine. Il est évident que l'Ukraine va devoir sacrifier des parties de son territoire pour obtenir la paix. Et donc, effectivement, à partir de février 2025, on pourrait avoir des accords qui peuvent intervenir. Peut-être que même la Pologne pourrait jouer un rôle important, hein, comme je l'ai dit, les pays comme la Pologne, peut-être comme la Suède, comme l'ancien Empire ottoman, la Turquie et tout ça. On voit qu'il va y avoir une négociation comme ça dans ces secteurs-là. La Hongrie, voilà, tous ces pays-là pourraient rentrer en négociation entre Trump, Poutine, pour régler ce contexte-là, qui, je pense, finira par se régler, hein, sauf si Poutine vraiment part dans une confrontation ultime, ce qui peut être le cas, hein, voilà, mais je pense que la tendance du second semestre est quand même à l'apaisement, donc peut-être que l'Ukraine, en reconnaissant sa défaite d'une certaine façon, ça pourrait calmer le jeu politique,
et économique, hein, parce que je le rappelle que la guerre est aussi un enjeu de pouvoir financier. Et donc, c'est certainement là-dedans que ça va coûter à l'Europe et que ça va coûter aux États-Unis, que ça va coûter à l'OTAN, hein. Voilà, c'est clairement des négociations qui seront financières d'une certaine façon, hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, l'Union européenne, l'Allemagne va vivre un changement par les élections législatives avec des montées d'extrémisme, encore une fois, qui vont être validées, mais on voit qu'on assiste quand même à un espèce de déclin économique un petit peu en Allemagne. Donc l'Allemagne va vivre peut-être une année un petit peu compliquée. Et, et on va voir qu'il y a avoir des décisions parfois concernant certaines personnes politiques, que ce soit en Allemagne, en France et tout ça, qui pourrait avoir des retentissements. Je pense au procès Le Pen, je pense à des choses comme ça, qui pourraient surprendre des personnes, même au-delà des clans lepénistes, hein. Voilà, on va assister à des choses très 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 bizarres, hein. Parce que je le rappelle, Neptune va passer en bélier, mais il va repasser un petit peu en poisson. Et la dernière fois que Neptune est passé en poisson, ça a quand même participé à la grande désinformation qu'il y a eu autour de la Covid. C'est-à-dire qu'on a entendu tout et son contraire. Et donc, on peut peut-être avoir à partir du moment du retour de Neptune en poisson à partir de octobre, des désinformations énormes concernant beaucoup de sujets politiques, économiques. Donc il faudra se méfier de ce qui est dit dans les médias à ce moment-là, parce qu'on aura vraiment beaucoup de désinformation, hein. Au Moyen-Orient, bien sûr, ça fait partie des gros points chauds de l'humanité. Euh, Évidemment, il y a des conflits qui vont continuer à augmenter, hein, dans les 6 premiers mois, notamment le long des frontières israéliennes, bien sûr, mais avec la participation d'autres pays, hein, et tout ça. Mais encore une fois, la tendance du deuxième trimestre, c'est une tendance plutôt pacifique. Donc on peut avoir des véritables cessez-le-feu, des véritables accords de paix qui peuvent être signés à partir du second semestre après avoir atteint un point critique, hein. Encore une fois, on va aller très souvent au bord de toutes les limites possibles. On aura très 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 peur, hein, mais voilà. Mais dans le second trimestre, ça peut vraiment s'améliorer. Encore une fois, ça va coûter euh, financièrement très cher aux populations. Voilà, c'est tout le problème de cette année, c'est que quand on voudra avancer, ça nécessitera des efforts, ça nécessitera un coût, ça nécessitera un avancement pour obtenir quelque chose dans votre vie, pour obtenir quelque chose politiquement, pour obtenir quelque chose économiquement. Voilà, il y a rien qui ne se fera sans effort, hein. Donc tout ça, ça nécessitera une mise en place de beaucoup de choses. Du point de vue de la technologie, pour passer complètement à un autre sujet, c'est une année avec la première incursion de comment je veux dire, de Uranus en Gémeaux, où l'intelligence artificielle va vraiment se développer à un autre niveau. On pourrait même encore avoir des avancées technologiques. Par contre, là, je mets vraiment un warning parce que va en faire l'homme? Parce que les importantes transformations de l'intelligence artificielle, elles peuvent vraiment être à double, comment je veux dire, on aura peut-être le revers de la médaille. Voilà, c'est clairement ça, hein. L'exploration spatiale va également se développer beaucoup plus avec des progrès très significatifs et on voit très bien que la société d'Elon Musk va développer un autre projet et avec des explorations certainement au-delà de notre planète. Donc ça veut dire certainement se poser sur la Lune. On peut avoir vraiment des projets très intéressants astronomiquement parlant et peut-être des découvertes astronomiques qui peuvent être très intéressantes grâce au nouveau télescope qui a été lancé. On va peut-être découvrir des choses sur les trous noirs, sur la physique quantique également. Il y a des très très grandes avancées qui sont en train de se produire de ce côté-là. Du point de vue de la météo et du climat, pour terminer rapidement, 2025 continuera à apporter des bouleversements désagréables et puis des très gros cataclysmes, hein. Je pense vraiment à des inondations. Là, vraiment, l'eau, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Mais aussi, attention, à partir du printemps et de l'été, Jupiter va passer dans le signe du cancer. Donc, et puis Mars va quitter le cancer pour aller dans le lion, et puis il va aller dans la Vierge et tout ça, il va continuer là-dedans. Donc ça va beaucoup toucher
des choses qui concernent des incendies, des choses qui touchent des nations. Je vais aller un petit peu plus loin, des très gros incendies dans des zones froides, voilà. Euh, je pense à la toundra, à des feux dans les forêts boréales qui pourraient avoir des conséquences cataclysmiques sur le climat. Et voilà, et bien entendu hein, des éruptions volcaniques sur des îlots, je pense à l'Islande, je pense au Japon, et puis le Japon également, très certainement, très gros séismes au cours de l'année, parce que tout ce qui concerne ce qui est insulaire, les terres émergées, les terres éloignées, et tout ça, peuvent être concernés par des grands cataclysmes. Ça veut dire les terres éloignées, ça veut aussi dire le Groenland, peut-être une fonte accélérée des glaces avec peut-être des terres complètement isolées, des terres inondées, pardon. Euh, voilà, peut-être qu'il y a des villes en Groenland qui pourraient qui pourraient être totalement inondées par le déversement ou par la fonte d'un glacier qui tout d'un coup lâche toute son eau. Je pense aussi à des endroits insulaires comme l'Australie qui pourraient être concernés par des très gros cataclysmes de feu, mais aussi d'inondations. On peut vraiment avoir les deux. On a vraiment cette opposition entre le feu et l'eau cette année. Donc c'est des cataclysmes auxquels on aura. J'ai déjà parlé des gens qui pourraient devoir déménager de leurs petits îlots dans le Pacifique et tout ça, avec des exils. Voilà, on va vraiment, comment je vais dire, assister de plus en plus à ça. Voilà pour ces prévisions collectives. Alors c'est peut-être un petit peu long, je vous l'accorde, euh, mais je referai une vidéo avec des prévisions plus individuelles, signe par signe, et ça vous permettra de vous guider plus individuellement, vous, au cours de l'année 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Voilà, j'espère que voilà, faites-moi vos retours pour me dire ce que vous pensez de cette petite vidéo où j'ai abordé beaucoup de choses, mais clairement on ne peut pas tout aborder non plus. J'ai essayé de synthétiser le maximum possible en une demi-heure. Voilà. Je vous souhaite une bonne année 2025 et, euh, et j'espère qu'elle nous apportera effectivement des grandes résolutions et des grandes évolutions. Voilà. À bientôt.